En l'année 1831, le soleil de Caroline du Sud écrasait la vaste et opulente plantation Beaumont, ses champs de coton étirant à perte de vue. Cette terre fertile était le socle d'une richesse colossale, bâtie sur le labeur forcé et la souffrance indicible de centaines d'esclaves, dont les vies n'avaient d'autre valeur que leur force de travail. Dans ce monde cruellement stratifié, où le pouvoir se mesurait à la terre et aux âmes possédées, régnait une femme d'une volonté implacable. Madame Geneviève Beaumont. Âgée d'une trentaine d'années, elle était l'aile, épouse du puissant colonel Thaddeus Beaumont, incarnant parfaitement l'aristocratie sudiste. Pour elle, l'honneur familial et la pureté de la lignée étaient des piliers inébranlables. Son regard froid et calculateur masquait une ambition dévorante, une obsession de garantir un héritier mâle fort pour la dynastie, un devoir qui, à ses yeux, transcendait toute moralité et ne pouvait souffrir aucune faiblesse. C'est précisément cette année-là, au cœur de la plantation Beaumont, que deux naissances allaient sceller des destins et tisser une toile de mensonges et de dissimulation. Au sein de la majestueuse demeure principale, Madame Geneviève Beaumont donna le jour à une fille, une enfant qu'elle nomma Éléanore. Cependant, la joie attendue fut très vite éclipsée par une angoisse glaciale. Geneviève, obsédée par la nécessité impérieuse d'avoir un héritier mâle robuste pour perpétuer le nom et la puissance des Beaumont, vit en cette fille apparemment fragile une faiblesse, une menace inacceptable pour sa position et l'avenir irréprochable de sa lignée. Presque au même instant, dans les modestes quartiers des esclaves, son esclave personnelle, Élisa, mettait au monde un fils. Un garçon robuste, plein de vie, dont la vigueur éclatante contrastait cruellement avec la délicatesse perçue de la petite Éléanore. Cette coïncidence macabre allait allumer une étincelle sinistre et calculatrice dans l'esprit déjà tortueux et sans scrupules de Geneviève, la poussant vers une décision effroyable. Le plan diabolique de Geneviève prit forme dans le secret de ses pensées les plus sombres. Animée par un désespoir sadique et son désir inébranlable d'un héritier mâle fort, elle força Élisa, sous la menace et la contrainte, à un pacte funeste. Elle devait échanger les nouveau-nés. Ainsi, la fille blanche de Geneviève, Éléanore, fut secrètement livrée pour être élevée comme esclave, rebaptisée Nell, vouée à une vie de servitude et d'oubli dans les quartiers des esclaves. Pendant ce temps, le fils d'Élisa, Élias, un garçon noir, fut présenté comme l'héritier légitime et robuste des Beaumont, promise à une vie de luxe et de pouvoir, mais basée sur le plus ignoble des mensonges. Cet acte de cruauté inouïe, orchestré par Madame Geneviève Beaumont, condamnait une enfant à l'esclavage et en élevait une autre dans une imposture, jetant les bases d'une injustice profonde et d'un secret qui allait marquer des générations et consumer la plantation. Des années passèrent, et la petite Éléanore, rebaptisée Nell, grandit sous le soleil implacable de la plantation Beaumont. Sa vie était celle d'une esclave, marquée par le labeur dès l'aube, la faim et la peur constante. Tandis que le jeune Élias, son alter ego secret, menait une existence dorée dans la grande maison, Nell portait l'uniforme râpé des travailleurs, ses mains d'enfant déjà durcies par la récolte du coton. Elle était différente des autres, une flamme silencieuse brûlait en elle, une intelligence vive qui observait tout, sans jamais tout comprendre. Un sentiment étrange, une dissonance profonde, l'habitait. Elle avait le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, à cette vie, comme si un secret invisible pesait sur son âme. Madame Geneviève Beaumont, bien que n'adressant que rarement la parole à Nell, la surveillait d'un œil de faucon. Chaque fois que leurs chemins se croisaient, le regard de Geneviève était glacial, lourd d'une tension inexpliquée. Elle ne voyait pas en elle une simple esclave, mais un rappel vivant de son crime, une ombre persistante de son mensonge. Elle s'arrangeait pour que Nell reçoive les tâches les plus ingrates, les plus éreintantes, comme pour l'ancrer plus profondément dans sa condition, pour effacer toute trace de sa véritable origine. Il y avait une cruauté calculée dans ses ordres, une volonté de briser l'esprit de cette jeune fille, qui, malgré tout, portait en elle une dignité qu'elle refusait de voir. Un jour, alors que Nell, encore enfant, avait renversé par mégarde une bassine d'eau lors de son service à la grande maison, Madame Geneviève explosa. Devant les autres domestiques, et même le jeune Élias, elle humilia Nell avec des mots cinglants, la traitant d'incapable et de fardeau, menaçant de la faire fouetter si la moindre erreur se reproduisait. Les yeux de Nell, loin de s'emplir de larmes, conservèrent une lueur de défi, un mélange de honte et d'une incompréhension blessante. Cet acte public, d'une violence gratuite, ne visait pas seulement à punir une maladresse, mais à rappeler à Nell sa place, à écraser toute étincelle d'individualité. La scène laissa une cicatrice profonde, mais aussi une détermination silencieuse à ne jamais plier. Malgré la dureté de son existence, Nell n'était pas brisée. Au contraire, chaque humiliation renforçait sa soif de comprendre le monde qui l'entourait.
En secret, elle observait les lettres que les maîtres laissaient traîner, écoutait les conversations interdites, et, avec l'aide discrète d'une esclave plus âgée qui avait appris quelques rudiments, elle commença à sourire de titreul, déchiffrer les mots. Chaque phrase lue, chaque mot compris, était une victoire volée à son destin, une fissure dans le mur de son ignorance forcée. Elle réalisait que le pouvoir résidait dans le savoir, et cette prise de conscience devint le moteur silencieux de sa résistance, une arme cachée contre l'oppression visible. Ainsi, tandis qu'Elias grandissait dans le luxe, ignorant tout du secret qui le liait à Nell, cette dernière endurait une vie d'injustice flagrante, de privation et de mépris. Elle était la victime silencieuse d'un pacte cruel, une enfant condamnée à l'esclavage, pour masquer l'ambition démesurée d'une femme. Mais au lieu de la briser, cette souffrance attisait en elle une force insoupçonnée, une résilience qui la poussait à chercher la vérité, à défier les chaînes invisibles de son destin. La graine de la vengeance, ou du moins de la justice, commençait à germer dans son cœur. Si cette histoire vous bouleverse déjà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Madame Geneviève Beaumont ne parvenait pas à détourner son regard de Nell. L'enfant, désormais une jeune fille, possédait une dignité tranquille qui irritait Geneviève au plus haut point. Il y avait dans les yeux de Nell une lueur d'intelligence, une profondeur qui ne correspondait pas à sa condition d'esclave. Geneviève voyait en elle non seulement un rappel constant de son acte monstrueux, mais aussi une menace latente. Chaque jour, la présence de Nell ravivait l'angoisse que son secret puisse un jour être découvert. Cette gamine silencieuse, toujours à observer, semblait détenir une vérité tacite, une force qui ne devait pas être autorisée à s'épanouir. Geneviève sentait que le temps était venu de briser cet esprit, de la ramener à sa juste place. Un après-midi brûlant, le prétexte arriva. Un petit livre, usé et dissimulé, fut trouvé dans les affaires de Nell par un intendant zélé, qui le rapporta immédiatement à Madame Geneviève. Ce livre, un simple recueil de poèmes, devint aux yeux de Geneviève la preuve irréfutable de l'insolence de Nell, de son refus de se conformer. Était une transgression flagrante des règles strictes qui interdisaient toute instruction aux esclaves. Pour Geneviève, ce N était pas seulement une désobéissance, mais une provocation, une tentative audacieuse de élever au-dessus de sa condition. La rage froide s'empara d'elle, alimentée par la peur que cette soif de savoir ne conduise à des questions dangereuses. Sans un mot, Geneviève ordonna que Nell soit retirée de la maison principale. Sa nouvelle affectation serait les champs de canne à sucre, réputés pour être les plus impitoyables et les plus épuisants de la plantation. Était une punition délibérée, conçue pour briser non seulement le corps, mais aussi l'esprit. L'annonce fut faite devant tous les autres esclaves, un avertissement clair et brutal de ce qui attendait quiconque oserait défier l'ordre établi. Le regard de Geneviève, lorsqu'il croisa celui de Nell, était dénué de toute émotion, une glace pure qui semblait vouloir geler toute étincelle de vie dans les yeux de la jeune fille. Les jours suivants se transformèrent en un enfer terrestre pour Nell. Sous le soleil écrasant, elle travaillait sans relâche, de l'aube au crépuscule, ses mains déjà blessées par le coton se lacérant davantage sur les tiges coupantes de la canne. Les surveillants, alertés par Madame Geneviève, la ciblaient spécifiquement, lui imposant les tâches les plus lourdes et les plus ingrates. La faim et la soif devinrent des compagnons constants, et la fatigue était si profonde qu'elle peinait à se souvenir de son propre nom à la fin de la journée. Le peu de temps qu'elle avait pour elle était passé à tenter de récupérer, trop épuisée pour penser à ses livres, ou à ses rêves secrets. Au début, Nell lutta avec une détermination farouche, chaque fibre de son être refusait de plier. Elle se rappelait les mots appris en secret, les observations faites, les fragments de savoir qui lui avaient donné de l'espoir. Mais la dureté incessante du travail, l'isolement brutal des autres esclaves, qui craignaient de s'associer à elle, et l'absence totale de répit commencèrent à éroder sa résistance. Le sentiment d'injustice, autrefois une flamme, menaçait de s'éteindre sous le poids écrasant de la réalité. Elle était seule, plus seule que jamais, face à une force impitoyable qui cherchait à l'anéantir. Nuit après nuit, Nell sombrait dans un sommeil agité, peuplé de cauchemars, où elle était poursuivie par l'ombre glaciale de Madame Geneviève. La force qui l'avait animée, cette soif de savoir et de liberté, commença à s'affaiblir. Son corps, autrefois résilient, était maintenant une masse douloureuse et épuisée. Son esprit, jadis si vif, était engourdi par la fatigue et le désespoir. Elle se sentait piégée, sans échappatoire, comme une bête traquée dont le souffle allait bientôt teindre. Était la phase la plus sombre de son existence, un abîme de désespoir,
où toute lumière semblait avoir disparu pour toujours. Pour quiconque observait Nell à cette époque, son sort semblait scellé. Elle, N, était plus la jeune fille aux yeux vifs, mais une ombre émaciée, courbée sous le poids de sa condition. La plantation, sous la férule impitoyable de Geneviève, avait réussi à l'écraser. Le secret du pacte de 1831 semblait plus sûr que jamais, enfoui sous la souffrance et l'oubli. Le public, simple et curieux, aurait regardé Nell et pensé qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'elle était brisée, condamnée à une vie de labeur et de silence, sans jamais pouvoir échapper de ce destin cruel et injuste. Au cœur des champs de canne à sucre, sous un soleil qui écrasait les esprits autant que les corps, Nell avait atteint le point de rupture. Chaque aube apportait son lot de labeur acharné, de douleurs lancinantes et de faim creusant son ventre. Pourtant, au milieu de cette dévastation physique, une étincelle intérieure refusa de éteindre. Elle se souvenait des paroles amères de Madame Geneviève, des injustices flagrantes qu'elle avait subies, et cette sensation constante d'être une étrangère dans sa propre vie. Loin de la briser, cette épreuve commença à forger une résistance nouvelle en elle. Ce N était plus une question de survie passive, mais de défi silencieux. Elle observait, écoutait, son esprit, malgré la fatigue, cherchant des failles, des schémas. La jeune fille aux yeux vifs, que l'on pensait anéantie, était en réalité en train de se reconstruire, pièce par pièce, dans le secret de son âme. Le désespoir la visitait, mais il ne la possédait plus entièrement. Un soir, tandis qu'Elzan écroulait sur sa paillasse, la vision d'une jeune esclave punie sans raison frappa Nell de plein fouet. Ce N était pas seulement sa propre souffrance qui comptait, mais celle de tous ceux qui l'entouraient, victimes du même système. C'est à cet instant précis qu'une décision froide, presque glaciale, s'ancra en elle. Elle ne laisserait pas cette vie la consumer. Elle utiliserait chaque parcelle de sa lucidité, chaque bribe de son intelligence, pour comprendre. Comprendre pourquoi, comprendre comment, comprendre ce monde, pour trouver une issue. Cette résolution N n'était pas une explosion de colère, mais une résurgence calculée de son esprit indomptable. L'abîme l'avait confrontée, mais elle en était ressortie plus aiguisée, plus dangereuse. Dès lors, Nell redoubla d'ingéniosité. Les surveillants la croyaient soumise, mais ses yeux captaient chaque détail. Elle collectait discrètement des morceaux de journaux abandonnés, des étiquettes de marchandises, tout ce qui portait des lettres. La nuit, à la lueur volée d'une bougie ou d'un feu mourant, elle reprenait ses études secrètes. Chaque mot déchiffré était une victoire arrachée à l'ignorance forcée. Elle apprenait les chiffres, les noms des villes lointaines, les dates. Son esprit affamé absorbait tout, tissant une toile de savoir qui contrastait violemment avec sa condition. Ce savoir était sa véritable liberté, une forteresse inexpugnable que nul fouet ne pouvait atteindre. C'est à cette période qu'une vieille esclave, prénommée Martha, qui avait toujours veillé sur Nell avec une tendresse discrète, remarqua le changement. Martha, qui avait vu tant de vies brisées, sentit en elle une flamme différente. Elle commença à lui glisser des informations utiles, des bribes de conversations entendues dans la grande maison, des nouvelles des autres plantations. Elle lui enseigna aussi les propriétés des herbes médicinales, les chemins cachés de la forêt, et l'art de lire les signes de la nature. Martha ne posait pas de questions, elle offrait simplement un soutien silencieux, reconnaissant en elle une détermination qui promettait de grandes choses. Était une alliance fondée sur la confiance et l'espoir partagé. Peu à peu, d'autres esclaves, témoins de la résilience de Nell et de la discrétion de Martha, commencèrent à lui faire confiance. Un réseau de communication silencieux se tissa. Un regard échangé, un objet discrètement passé, un message gravé dans la terre devenaient des informations vitales. Nell devint un point central pour la collecte de détails. Date des cargaisons, mouvement des maîtres, rumeurs des villes voisines. Elle observait Elias et les allées et venues de Madame Geneviève. Chaque information était précieuse, un fragment du puzzle qu'elle assemblait patiemment. Elle était l'oreille attentive et les yeux discrets de la plantation. Si cette histoire vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Pendant ce temps, Elisa, la mère biologique d'Elias, et la gardienne silencieuse du secret, observaient Nell avec une angoisse grandissante. La souffrance de sa fille de chair, si visible dans les champs, ravivait sa propre culpabilité. Elle savait que le temps des silences approchait de sa fin. Sous le poids de ce tourment, Elisa commença à agir. Chaque nuit, dans le secret de son étroite cabane, elle consignait des détails précis dans un petit carnet, des dates, des noms, des événements liés à quel échange. Des indices cryptiques qu'elle espérait un jour être découverts. Ce journal,
destiné à révéler la vérité, devint le fardeau et l'espoir d'Elisa. Grâce à son réseau et à ses lectures secrètes, Nell développa une compréhension étonnante des rouages de la plantation Beaumont. Elle comprit les flux d'argent, les dettes cachées, les alliances politiques du colonel, les faiblesses du commerce du coton. Elle réalisa que la puissance des Beaumontaines n'était pas inébranlable, qu'elle reposait sur un équilibre fragile de secrets et de tromperies. Elle vit comment les maîtres manipulaient la vie des esclaves pour leur propre profit, et comment la peur était leur principal outil. Cette connaissance ne la rendait pas amère, mais stratégique. Elle cherchait désormais les points de levier, les failles dans l'armure de ses oppresseurs. La transformation de Nell était profonde et silencieuse. La petite fille brisée des champs de canne avait disparu, remplacée par une jeune femme dont la dignité qu'un était muée en une force tranquille. Sa patience était devenue une arme, son observation une intelligence affûtée. Elle ne laissait transparaître aucune émotion, mais son esprit travaillait sans relâche, planifiant, anticipant. Elle était devenue une ombre, invisible, et pourtant omniprésente, collectant des informations, tissant des liens. Le public, simple et curieux, aurait commencé à sentir la tension monter, à espérer une revanche pour cette jeune femme, qui refusait de se laisser définir par son statut d'esclave. Madame Geneviève Beaumont, absorbée par ses propres machinations et sa surveillance d'Elias, restait totalement ignorante de la métamorphose de Nell. Elle voyait toujours une esclave résignée, courbée par le labeur, incapable de nuire. Elle ne soupçonnait pas que sous les haillons, un esprit acéré était en train de démêler les fils de son mensonge. Les graines de la justice, semées dans l'ombre et arrosées par l'injustice, commençaient à germer. Le destin des Beaumont, qu'elle pensait avoir si solidement ancré, était désormais sous la menace silencieuse d'une vérité qui, un jour, éclaterait avec une force dévastatrice, à l'insu de tous, surtout de la principale instigatrice. Nell, forte de sa nouvelle détermination, commença à mettre en œuvre son plan avec une patience redoutable. Elle ne cherchait pas une confrontation directe, mais une subversion méthodique et discrète. Son réseau d'informateurs, tissé avec soin parmi les esclaves, devint ses yeux et ses oreilles infatigables. Chaque murmure dans la grande maison, chaque transaction du colonel Beaumont, chaque humeur de Madame Geneviève, était rapportée à Nell, avec une précision étonnante. Elle notait mentalement, ou sur des bribes de papier cachées, les dates de livraison, les noms des marchands de coton, les montants des prêts, les moindres failles dans l'administration de la plantation. Son objectif était de comprendre le système, non pour le détruire par la force brute, mais pour le démanteler de l'intérieur, pièce par pièce, sans jamais éveiller les soupçons. Elle observait les routines, les faiblesses des surveillants, la vanité des maîtres. Son calme apparent cachait une intensité féroce, une stratégie calculée pour inverser la situation sans se révéler prématurément. Un élément crucial de son plan résidait dans le journal d'Elisa. Nell, grâce à la confiance établie avec la vieille Martha, savait qu'Elisa détenait des informations vitales et irréfutables. Elle commença à approcher sa mère biologique avec une discrétion et une tendresse inattendues, non pas comme une esclave cherchant de l'aide, mais comme une fille cherchant la vérité pour l'honorer. Elisa, rongée par la culpabilité qui l'avait tourmentée pendant des décennies, fut d'abord hésitante, craignant les représailles de Geneviève, dont la cruauté était bien connue. Mais la détermination silencieuse de Nell, son intelligence évidente, et le désespoir d'Elisa de voir justice rendue pour sa fille, la convainquirent. Dans le secret des nuits, Elisa révéla l'existence du carnet, et commença à partager des détails supplémentaires, des souvenirs précis du pacte de 1831, des caractéristiques physiques des bébés. Était une transmission de la vérité, un héritage douloureux mais essentiel. Nell commença également à saboter les plans de Madame Geneviève de manière imperceptible, presque invisible. Elle ne causait pas de dégâts visibles ou flagrants, mais créait de petites perturbations qui semaient la confusion et le doute. Des messages importants arrivaient en retard, des instructions de Geneviève étaient mal interprétées par les domestiques sans que l'on puisse identifier la source de l'erreur avec certitude. Des rapports financiers étaient légèrement altérés, juste assez pour créer des incohérences sans éveiller l'alarme immédiate, mais suffisamment pour générer des problèmes à long terme. Elle utilisait les faiblesses du système, les jalousies parmi les esclaves de maison, et la négligence de certains intendants pour détourner l'attention ou créer des retards qui semblaient anodins. Geneviève de son côté attribuait ces problèmes à l'incompétence générale des esclaves, ou à de simples malentendus, sans jamais soupçonner une orchestration délibérée. Elle continuait de se sentir en contrôle, aveuglée par son propre orgueil, et sa certitude de supériorité. Dans le même temps, Nell observait Elias avec une attention particulière.
Elle avait remarqué son malaise, son étrange sympathie pour les esclaves, et les cauchemars qui le hantaient, signe d'une conscience troublée. Elle comprenait qu'Elias N n'était pas son ennemi, mais une autre victime du mensonge de Geneviève, piégée dans une existence qui, N, n'était pas la sienne. Elle cherchait des moyens de l'atteindre, non pour lui révéler la vérité directement, mais pour semer des graines de doute, qui germeraient dans son esprit. Elle laissait traîner des livres qu'il pourrait trouver, des histoires de justice et de rébellion, des récits de lignées brisées et de destins contrariés. Elle s'arrangeait pour qu'il entende des conversations anodines sur les origines, sur la ressemblance des enfants avec leurs parents, des thèmes qui, elle le savait, résonneraient avec ses propres interrogations profondes. Elle voulait que son propre esprit commence à démêler le fil, à sentir que quelque chose n'allait pas, sans savoir encore quoi. Le carnet d'Elisa, pièce maîtresse de la preuve, était une préoccupation constante et primordiale. Elisa, sous la direction de Nell, prit des précautions extrêmes pour sa sécurité. Elle en fit une copie manuscrite, dissimulant l'original dans un lieu sûr et connu d'elle seule, et confiant la copie à un esclave de confiance qui travaillait souvent hors de la plantation, avec des instructions claires sur ce qu'il fallait faire si le moment venait. Ce N n'était pas un acte de vengeance impulsive, mais une stratégie élaborée pour garantir que la vérité survivrait, même si elle venait à disparaître. Chaque page était un testament de la souffrance et de l'injustice, mais aussi un espoir pour la justice future. Elle savait que ce document était leur seule véritable arme contre le pouvoir écrasant et implacable des Beaumont. La préparation était minutieuse, chaque étape calculée pour éviter la détection, et elle s'assurait que le messager comprenne l'importance capitale de sa mission, de la vie ou de la mort. Madame Geneviève, quant à elle, naviguait dans sa vie avec une arrogance inébranlable et une confiance absolue. Elle voyait Elias grandir comme l'héritier parfait, un reflet de la puissance des Beaumont, et se félicitait de sa ruse diabolique. Elle considérait Nell comme une esclave brisée, reléguée au champ, dont l'esprit avait été définitivement écrasé par la dureté de sa condition. Elle ne pouvait imaginer que cette jeune femme, qu'elle avait tant humiliée, était en train de tisser patiemment sa propre toile, de collecter les fils de sa destruction. Geneviève était aveuglée par sa propre réussite, convaincue que son secret était inviolable, que personne n'oserait, ni ne pourrait, contester son autorité. Son monde était stable, son pouvoir absolu. Elle pensait avoir gagné, mais la partie N n'était pas encore terminée. Si vous êtes captivé par cette histoire de secret et de justice, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Ainsi, dans l'ombre grandissante de la plantation Beaumont, le plan de Nell se déroulait sans hâte, avec la précision d'un horloger. Chaque action était une pièce d'un puzzle complexe. Chaque information collectait un pas de plus vers la vérité inévitable. La tension montait, invisible pour les maîtres qui se croyaient intouchables, mais palpable pour ceux qui étaient dans le secret et qui attendaient le moment opportun. Le public, simple et curieux, aurait senti que le vent tournait, que la justice était en marche et qu'elle ne pouvait plus être contenue. Le destin, si longtemps manipulé par Madame Geneviève, était sur le point de s'inverser de manière spectaculaire. La scène était prête pour la révélation, le moment où le masque tomberait, et où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, éclaterait au grand jour, promettant une vengeance qui serait à la fois émotionnelle et moralement satisfaisante. Une chute digne de l'ambition démesurée de Geneviève. L'année 1858 s'annonçait lourde de présages pour la Caroline du Sud. Le colonel Thaddeus Beaumont, patriarche respecté et pilier de la société locale, venait de rendre la âme. Ses funérailles furent un événement grandiose, rassemblant l'acte, élite des propriétaires de plantations, des avocats et des politiciens venus de toute État pour rendre un dernier hommage à un homme, dont la puissance et la petite rivière fortune semblaient inébranlables. La grande demeure des Beaumont, d'ordinaire animée, était plongée dans un silence solennel, seulement brisé par les chuchotements discrets et le froissement des robes de deuil. Au milieu de cette assemblée, Madame Geneviève Beaumont, vêtue de noir, affichait une dignité froide, tandis qu'Elias, son fils et héritier, luttait pour masquer une mélancolie qui n'était pas entièrement due au deuil. Nell, quant à elle, se tenait discrètement parmi les domestiques, son regard observateur ne manquant aucun détail de cette scène hypocrite. Le moment tant attendu arriva lorsque le révérend Silas Croft, l'avocat de confiance de la famille Beaumont depuis des décennies, se leva pour lire le testament du colonel. Sa voix grave résonna dans le grand salon, détaillant les vastes propriétés, les terres, les esclaves, et les investissements qui constituaient l'empire Beaumont. L'assemblée écoutait attentivement, chacun cherchant à saisir les moindres implications pour l'avenir de la région. Madame Geneviève affichait un sourire à peine perceptible, savourant la confirmation de l'héritage d'Elias, son fils, qu'elle avait si habilement mis en place. Elias, assis aux côtés de sa mère adoptive,
ressentait la pression des attentes. Un poids qu'il portait depuis toujours, sans en comprendre l'origine. Le révérend arriva aux dernières dispositions, et l'atmosphère devint encore plus tendue. Alors que la lecture semblait toucher à sa fin, le révérend Croft marqua une pause, son regard parcourant l'assemblée avant de se poser sur Madame Geneviève. Il annonça d'une voix plus ferme l'existence d'un codicille, un ajout secret et scellé au testament, dont le colonel avait exigé la lecture en public, seulement après sa mort. Un frisson parcourut la pièce. Madame Geneviève, dont le visage était d'abord figé, tenta de masquer son trouble, un pressentiment glacial s'insinuant dans son esprit. Elle avait tout contrôlé, tout planifié. Comment un codicille aurait-il pu échapper à sa surveillance? Elias, alerté par la tension palpable, regarda le révérend avec une curiosité mêlée d'appréhension, sentant que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé. Le révérend Silas Croft, le visage grave, sortit alors un petit carnet usé de sa mallette, le même journal qu'Elisa avait méticuleusement rempli durant des années. Il commença à lire, sa voix posée mais porteuse d'une puissance inattendue. Chaque mot dévoilait l'horrible vérité du pacte de 1831. Elle, échange des nouveau-nés, la fragilité de la fille de Geneviève, la robustesse du fils d'Elisa, le désir sadique d'un héritier mâle. Il décrivit comment le colonel Beaumont, avant sa mort, avait été secrètement contacté par un ami loyal d'Elisa, qui lui avait remis le journal et les preuves irréfutables. Le révérend mentionna un détail physique unique, une petite tache de naissance sur elle, épaule des deux enfants, preuve irréfutable de leur véritable parenté. La révélation frappa l'assemblée comme un coup de tonnerre. Elias, le fier héritier des Beaumont, blêmit, le souffle coupé. Les mots du carnet d'Elisa se répercutaient en lui, expliquant enfin les cauchemars récurrents, le sentiment de ne pas appartenir, et cette étrange empathie qu'il avait toujours ressentie pour les esclaves. Il n'était pas le fils de Geneviève, mais le fils d'Elisa, l'esclave. Son monde écroula en un instant, le luxe, le nom, le statut, tout était qu'un colossal mensonge. Le regard d'Elias se posa sur Elisa, sa vraie mère, qui se tenait à l'œil, écart, les larmes silencieuses coulant sur son visage, une mère qui avait enfin trouvé la force de révéler la vérité, même au prix de sa propre sécurité. Pendant ce temps, les yeux de l'assemblée se tournèrent vers Nell, l'humble esclave qui se tenait au fond de la pièce. Le révérend Croft, sa voix élevant, la désigna comme Éléanore Beaumont, la véritable fille du colonel, et l'héritière légitime de la plantation. Les murmures se transformèrent en exclamations de choc et d'incrédulité. Nell, loin de s'effondrer, maintint son calme et sa dignité inébranlable, son regard clair balayant la pièce. Elle avait attendu ce moment toute sa vie. L'injustice qu'elle avait subie, les humiliations, la souffrance, tout cela trouvait enfin sa justification dans la lumière crue de la vérité. Son silence était plus une soumission, mais une force, le prélude à une justice attendue depuis des décennies. Madame Geneviève Beaumont, elle, était dévastée. Son visage, autrefois si froid et contrôlé, se décomposa en une grimace d'horreur et de pure fureur. Son plan diabolique, son secret gardé pendant des décennies avec tant de cruauté, était exposé au grand jour, devant toute la société sudiste qu'elle avait tant voulu impressionner. Le pouvoir, le statut, l'honneur familial qu'elle avait si férocement défendu, tout s'effondrait autour d'elle, dans un chaos irréversible. Les regards de mépris et de dégoût de l'assemblée la transpercèrent, la clouant au pilori de sa propre ignominie. La dynastie Beaumont, bâtie sur le mensonge et la souffrance, venait être publiquement anéantie, sa chute aussi spectaculaire que sa montée en puissance avait été impitoyable. L'onde de choc de la révélation secoua la Caroline du Sud bien au-delà des murs de la plantation Beaumont. La dynastie, autrefois symbole de puissance et de richesse, s'effondra comme un château de cartes. Le nom Beaumont, jadis synonyme de respect, devint un mot chuchoté avec mépris et dédain. Ces vastes propriétés furent saisies et dispersées, leurs terres vendues pour solder les dettes et compenser les injustices. Madame Geneviève Beaumont, déshonorée et ruinée, disparut de la vie publique, sa chute spectaculaire servant d'avertissement aux autres. Elias, quant à lui, le jeune homme qui avait grandi dans l'illusion d'une vie dorée, fut libéré du fardeau d'un héritage frauduleux. Il refusa catégoriquement tout lien avec ce passé de tromperie. Au lieu de cela, il embrassa pleinement sa véritable identité et sa liberté retrouvée, choisissant de dédier sa vie à une cause bien plus noble. Il devint rapidement une figure respectée et un ardent défenseur de l'abolitionnisme, consacrant son énergie et son intelligence à l'éducation des anciens esclaves.
Son témoignage, puissant et sincère, devint un symbole fort de résistance contre l'esclavage, prouvant que la vérité pouvait briser les chaînes les plus solides et ouvrir la voie à une nouvelle ère de justice et de dignité pour tous, indépendamment de leur couleur de peau ou de leur origine. Éléanore, l'ancienne Nell, se retrouva à la tête d'un empire en ruine, mais avec une vision claire et inébranlable. Reconnue comme l'héritière légitime des Beaumont, elle aurait pu choisir la vengeance ou la fortune personnelle. Au lieu de cela, elle utilisa sa nouvelle position et les ressources restantes de la plantation pour démanteler systématiquement le système d'oppression qu'il avait défini. La plantation Beaumont, jadis un lieu de souffrance et de servitude, fut transformée en un refuge pour les affranchis. Éléanore y établit des écoles, des ateliers d'apprentissage et des terres à cultiver pour ceux qui cherchaient un nouveau départ. Sa ferme détermination à réparer les torts du passé inspira beaucoup. Elle devint une voix puissante pour les réformes sociales radicales, plaidant sans relâche pour l'égalité et la dignité de tous les hommes. Son leadership ne fut pas seulement un acte de justice personnelle, mais un phare d'espoir pour une société en quête de rédemption, prouvant que même des cendres de la cruauté pouvaient naître une nouvelle ère de compassion et d'équité, défiant les conventions de son époque avec courage et intégrité. L'histoire d'Éléanore et d'Élias résonna bien au-delà des frontières de la Caroline du Sud, devenant un récit emblématique des injustices et des hypocrisies de l'esclavage américain. Ce haine était pas seulement le secret d'une famille qui avait éclaté, mais la vérité brutale sur un système entier. Le destin des Beaumont devint un héritage amer, un rappel cinglant que les fondations bâties sur le mensonge et la souffrance ne peuvent jamais perdurer. La chute de cette puissante dynastie servit d'exemple glaçant des conséquences inévitables des péchés cachés d'une société. Elle alimenta les débats houleux sur la moralité de l'esclavage et la véritable signification de la liberté et de l'égalité. L'histoire montra que la justice, même lente à venir, finit toujours par trouver son chemin, souvent de la manière la plus inattendue et la plus déchirante. Elle força les gens à regarder en face la cruauté qu'ils avaient acceptée, et à questionner les valeurs qu'ils pensaient inébranlables. Cette révélation fut un catalyseur, un grain de sable qui mit en mouvement une machine bien plus grande, celle de la transformation sociale, dont les échos se feraient sentir pour les générations à venir. Ainsi, l'histoire de la plantation Beaumont de Geneviève, d'Élisa, d'Éléanore et d'Élias fut gravée dans les annales comme un témoignage poignant. Elle révéla que la véritable noblesse ne réside jamais dans le sang, le statut ou la richesse usurpée, mais dans l'intégrité de l'âme, le courage de la vérité et la force de la compassion. C'est un rappel puissant que les secrets les plus profondément enfouis et les injustices les plus criantes finissent toujours par remonter à la surface, exigeant leur dû. La justice, bien que parfois lente, est inéluctable, et la vengeance, lorsqu'elle est morale et stratégique, peut transformer la douleur en un héritage de changement et d'espoir. Cette histoire nous enseigne que chaque vie, quelle que soit sa condition de départ, porte en elle la graine de la résilience et le potentiel de briser les chaînes de l'oppression. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre pouce bleu et de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé.